l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire de ce jeudi. Le nombre des députés. Sur l'international en Côte d'Ivoire, fête de fin d'année rime souvent avec voyage. Alors, un nombre élevé de déplacements qui entraînent parfois des accidents. Et justement, pour prévenir ce genre de situation, le ministère des Transports, donc en Côte d'Ivoire, a pris des initiatives pour garantir un peu la sécurité des voyageurs. Suivant ce reportage de nos confrères de la RTI. Particulière. Transporteurs et passagers, tous sur le départ. Un seul objectif, arriver à temps pour les fêtes, même s'il faut faire l'excès de vitesse. Les passagers aiment trop la vitesse. Ils disent qu'ils vont loin. Donc pour eux, ce n'est pas une porte c'est pas à côté. Donc il faut forcément la vitesse. Si on doit tenir de ce que les passagers nous disent, va vite, on risque de se mettre dans des problèmes. Voilà, avec, toi, tu peux être prudent. Mais l'autre qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il est prudent, ça peut nous mettre dans beaucoup de danger. Je suis là depuis 5h35, maintenant il y a une voiture pour aller à Minignan. Pourtant, cette période est celle pendant laquelle l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. C'est justement cette période qu'a choisi le ministère du Transport pour sensibiliser. Il vient donc de lancer la caravane de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». À travers cette caravane, le ministre du Transport, en collaboration avec celui de l'équipement et de l'entretien routier, vise zéro accident routier pendant ces fêtes, donc à une conduite responsable. Trop d'accidents mortels. C'est le pays, c'est l'économie du pays qui en prend un coup. Nous profitons de cette occasion pour lancer le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, parce que nous voulons que vous et nous passions les fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. Chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Pour donc réduire ces chiffres, le ministre a annoncé la prise de certaines mesures. Les acteurs du transport, conscients du rôle qui leur incombe, comptent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs passagers. La CITA, avec leurs véhicules mobiles de contrôle technique, nous allons pouvoir vraiment sécuriser et mettre les véhicules en état minimal pour que vraiment il y ait moins d'accidents sur nos routes. Nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens pour que véritablement sur les routes, nous puissions rouler en toute sécurité en observant les règles minimum du code de la route. La caravane débutera le 27 décembre par les communes du district d'Abidjan pour s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays. Alors, il est notre invité du jour. Il s'agit d'un confrère, Amadou Moustapha Dieng, qui est journaliste culturel à Sud FM. Bienvenue à vous, Moustapha. Merci beaucoup, Léna. C'est un plaisir de partager le plateau de Midi Actu avec vous. Merci. Voilà, donc j'ai dit, vous êtes journaliste culturel et justement, c'est les jeudis que nous faisons la chronique culture et ça, ce sera tout à l'heure. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec l'actualité internationale. Ce 22 décembre 2018, l'Indonésie a vécu le drame car après une éruption volcanique, s'est suivi donc un tsunami. Conséquence, la zone manque d'eau potable et de médicaments. 429 personnes y ont perdu la vie au moment où on compte bien sûr plus d'1 millier de blessés et quelques autres disparus. Juste noter donc que c'est un bilan qui ne cesse d'évoluer depuis la catastrophe, suivant ces images ensemble.
Voilà, donc Moustapha Dieng, nous avons vu ensemble ces images qui font vraiment froid dans le dos. Cette éruption volcanique en Indonésie qui a été suivie donc, par un tsunami. Donc des personnes y ont perdu la vie pendant qu'on cherche encore des disparus. Plus de 1500 blessés à cette heure-ci. Tout à fait. D'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus-là. Je pense que c'est 400 et quelques victimes. Alors, les tsunamis, bon, ce sont carrément des phénomènes naturels alors, qui surviennent. Alors, l'Indonésie est située dans une zone qu'on appelle la ceinture de feu. Et ça en dit long, ceinture de feu avec les volcans. Et la prévention, la météo, peut-être sont des moyens pour justement donc, essayer de pallier à ces genres de catastrophes qui arrivent malheureusement. L'homme et la nature vivent ensemble, mais aussi des fois, il y a quand même des problèmes qui surviennent. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la chronique culture de ce jour. Il a fait la fierté du Sénégal au Tchad, Abdourahmane Dabo. Il s'appelle, ce jeune Sénégalais, sacré champion donc, de la première édition de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, qui est donc Al-Farouk, comme on le nomme sur scène. Maïmounassi nous dresse son portrait. On était trop rêveurs au lycée à faire de la poésie, à mettre des mots dans une caravane d'émotions au rez-de-chaussée du tam-tam tous les mercredis. Ce n'était même pas un rêve pour nous, devenir célèbres. Plus connu sous le nom de Al-Farouk, l'enfant de la Casamance a dignement représenté le Sénégal à la Coupe d'Afrique de Slam et Poésie. Abdourahmane Dabo, de son vrai nom, est encore méconnu du public sénégalais. Il est étudiant en Master 2 de géographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et membre fondateur du collectif Ndar Slam. Les mots, les lettres, bref le verbe, il les manie avec aisance, ce qui lui a valu le titre de champion de la Ligue sénégalaise de slam cette année. Une compétition qui a réuni les meilleurs slammeurs du Sénégal. Al-Farouk s'est imposé grâce à la facilité qu'il a dans le maniement des mots et des lettres. Pour rappel, il a été finaliste du prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone en 2015 avec sa nouvelle intitulée Le Carnet. Le natif de Bignona a pourtant commencé le slam en 2017 et pour une première participation sur le plan continental, ce fut un coup de maître facilité par sa passion pour les mots. Pour le jeune slammer, sa consécration à la Coupe d'Afrique de Slam et Poésie organisée à N'Djamena montre que la jeunesse africaine est talentueuse et dynamique. Marquer les gens. Ma mère, de sa voix goyave, soufflait souvent ces mots dans le parquet de mon oreille tapissée de sa clairvoyance. Mounassi, merci beaucoup. Donc, nous avons vu ce portrait de Abdourahmane Dabo, donc le champion de cette Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Il n'a démarré qu'en 2017 et en 2018, il se retrouve champion. Tout à fait. Il faut le faire. Hein? Tout à fait. C'est quand même bien de le rappeler. C'est un génie, ce jeune Abdourahmane Dabo Al-Farouk. Et le slam, comme je vous le disais tantôt, le slam c'est ouvert. Le slam, c'est carrément le talent qui parle. C'est la créativité. C'est les mots, ce sont en fait les sensations. Et il ne suffit pas donc d'être très connu ou bien de durer très longtemps dans ces scènes-là, mais justement donc de venir avec le cœur, de venir avec les mots, de venir avec une certaine sensibilité et pouvoir déclamer, pouvoir donc en fait charmer son public. C'est fait ça qui est important dans le slam. Et qu'est-ce que le slam justement? Est-ce de la poésie? Est-ce du rap? Est-ce juste de la musique, enfin du texte? Le slam, je dirais que c'est plutôt un message. Un message qui met en présence un slammer et un public. Ça, c'est important. Il y a aussi, c'est aussi un art. L'art de slammer, l'art de déclamer. Parce qu'en fait, c'est en fait des règles qui sont établies en amont pour justement déclamer et faire une prestation scénique. Mais quelle différence y a-t-il entre le slam et la poésie? Bon, ça reste pratiquement le même genre. Je dirais qu'il n'y a pas une différence. Moi-même, je ne suis pas partant pour qu'on puisse avoir cette démarche de différencier les deux genres. Je me dis que c'est en fait des genres complémentaires. Le slam, c'est plutôt un art scénique, alors que la poésie, peut-être on peut écrire et donc, en fait, éditer et laisser un ouvrage à lire dans la solitude. Alors que le slam, il faut en présence le slammer qui fait une prestation scénique d'abord, avec des gestes, avec un art oratoire.
Ensuite, il y a un message, le savoir-dire et le dire qui touche le cœur. D'accord. J'ai l'impression que le slam ici au Sénégal commence à avoir une certaine aura, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Le slam se porte comme un charme, comme dirait l'autre. Alors, la preuve, Al-Farouk, en moins d'1 an, qui nous ramène la première édition, le championnat d'Afrique de slam. Ça, c'est pas rien. Et je vous dis que ça, c'est un travail qui a été fait par les collectifs. Parce qu'il y a beaucoup de collectifs de slam à travers le Sénégal, qui sont chapeautés par la Ligue sénégalaise de slam, dirigée par Omar Ben Khattab, que je salue au passage, alors qui nous a invités même durant la cérémonie de remise des lauréats du slam sénégalais. Moi-même, j'ai été honoré en tant que disons, journaliste culturel avec service rendu au slam. Ah, voilà. Bah, très bien, félicitations. Il y a beaucoup de collectifs, pas plus qu'avant-hier. On me disait qu'il y a un collectif à Louga, Walouga Slam, Wallo Slam, qui est formé là-bas en fait à Louga pour promouvoir cet art-là. Il commence à faire son bonhomme de chemin. Et tenez-vous bien, tous ces slameurs-là ont des projets. Et tous ces slameurs-là sortent à travers des anthologies que moi-même j'ai eu à diriger l'un d'eux. L'une d'elles, par exemple, autant pour moi, appelée La Cause, qui a produit des slameurs qui jusqu'à maintenant arrivent à sortir le propre produit. D'accord. Et je sais que, par exemple, ici au Sénégal, on parle beaucoup de la promotion de nos langues, donc les langues nationales, que ce soit le Wolof ou le Pulaar. Et le slam que l'on fait au Sénégal, est-ce que c'est en langue française ou aussi est-ce qu'il y a quand même parallèlement les langues nationales en général? Mais tout à fait. Les langues nationales sont présentes, rassurez-vous. Et je dirais même toutes les langues nationales. Parce qu'Al-Farouk qui est là, en fait, c'est un bon enfant du Sud. Alors, je n'ai pas encore entendu slammer en Diola, mais peut-être ça va venir. Mais je vous dis qu'il y a des slameurs en Wolof, d'immenses slameurs en Wolof, comme Diouring, qui est assez connu, comme Sankara, pas Sankara, le révolutionnaire, mais en fait, c'est un jeu de mots, c'est Sankara, C-E-N-T, Kara, comme l'unité de mesure de la qualité de l'or. Oui. Voyez-vous. Donc, il y a aussi d'autres slameurs qui même slament en Alpulaar. Il y a aussi Double Cerveau qui mène un projet intéressant qui s'appelle Slam Légende, une certaine comparaison de l'art oratoire, du slam et du pekan. Le pekan qui est un genre oratoire utilisé par les Tchoubalo, dans nos parents Tchoubalo, les pêcheurs Alpulaar. Alors là, pour vous dire que ce jeune-là, Double Cerveau, il slame aussi en français, en Wolof même des fois, et aussi en Pulaar. Est-ce que vous pouvez un peu nous revenir sur le projet Slam Légende dont vous venez de parler? Oui, c'est un projet que j'ai eu accompagné durant le lancement et qui a bénéficié justement du fonds d'appui des initiatives, du fonds de développement des cultures urbaines, le FDCU, avec la direction des arts, avec Double Cerveau, qui a monté un projet consistant à faire une comparaison verbale, comme il l'a dit, Slam Légende, entre le slam en tant que tel, qui est vécu aujourd'hui avec les jeunes, et le pekan, qui est un art très ancien, avec justement les pêcheurs Tchoubalo, qui arrivaient à déclamer, qui arrivaient à hypnotiser les crocodiles justement du fleuve, qui sortaient. Et il y a toute une légende qui est derrière ce pekan-là. Et là, en fait, c'est un projet très, très, très ambitieux, parce qu'il y a un film qui a été monté, qui a été réalisé, qui a été même diffusé lors du Salon du Livre à Saint-Louis. Il y a aussi un voyage qui a été effectué dans le Podor, et même aussi à Ngaoulé, le célèbre village de Pendessar, Tongaoulé. Voilà, cette dame-là qui avait le pouvoir du verbe. D'elle est venue justement cette cantation, on peut dire, qui consiste à dire son nom et le village de son origine pour en fait dissiper les problèmes, si en fait on a des arrêts qui sont au travers de la gorge. Oui. Voilà, donc c'est Pendessar, Tongaoulé. D'accord. Voilà. On sait que le slam entre dans la catégorie des cultures urbaines. Est-ce qu'il y a un accompagnement adéquat ici au niveau du Sénégal pour ces slameurs? Bon, là il faut dire que l'une des vertus du slam, c'est aussi la reconnaissance. Si on est accompagné par quelque personne que ce soit, il faut, au moment où on vous interroge sur cela, il faut carrément le dire. Il faut dire que nous sentons l'accompagnement de la DLL, le directeur du livre de la lecture, M. Ibrahim Lo, qui nous accompagne, pas plus qu'en allant justement accueillir notre champion de slam. Il a déboursé de l'argent pour qu'on puisse nous déplacer de Dakar à AIBD pour aller accompagner, pour aller accueillir en grande nature et grandiose notre champion d'Afrique de slam. Il aussi participe à l'organisation des concours, des compétitions que nous faisons pour sortir les pépites, les graines d'or comme Al-Farouk. Voilà. Et nous souhaitons aussi que d'autres personnes, d'autres, disons, bienfaiteurs, d'autres institutions, parce qu'au-delà
du ministère de la Culture, justement, dont nous dépendons à travers donc, la direction des arts et le fonds de développement des cultures urbaines. Il y a aussi le ministère de l'Éducation qui doit donc s'imprégner, qui doit nous rapprocher de ces slameurs. Parce que je vous dis que le slam est un véhicule et qui pourra donc porter, excusez-moi, beaucoup de messages. Et par rapport justement à cela, je pense que le ministère donc, de l'Éducation pourra s'approcher justement donc, de ces slameurs-là et voir comment mener ensemble des projets de sensibilisation sur les accidents, sur la malnutrition, sur beaucoup de sujets qui interpellent la société et sur lesquels le slam peut passer un message qui sera fortement reçu par les populations. D'accord. Donc, nous allons tout de suite passer à la dernière partie de ce magazine Midi Actu avec la complicité de la régie. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus des jeunes Sénégalais, quel que soit leur secteur d'activité. Ils arrivent quand même à être très compétitifs sur le marché. Mariam Mang nous parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes. Voici son reportage. Au Sénégal, de plus en plus les jeunes s'activent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Entre le marteau de la création et l'enclume de la vente, ils sont nombreux à sillonner ce secteur. On se glorifierait de cela que beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour être simple, c'est juste une personne ou un groupe de personnes qui sont convaincus qu'ils peuvent mettre en collaboration, que ce soit leurs moyens financiers, les ressources humaines et matérielles, pour créer de la valeur. Entreprendre nécessite une étude au préalable, ce qui justifie un certain nombre de processus et une feuille de route à suivre. Les jeunes sont très entreprenants, seulement je trouve que souvent ils sont impatients, alors que pour entreprendre, avant il faut avoir un projet, avoir des objectifs, vouloir savoir où est-ce qu'on peut arriver et ce qu'on veut faire, et forcément maîtriser son domaine. Donc quand je suis jeune, je veux entreprendre, il me faut une idée de projet. Il faut que j'étudie cette idée. Est-ce que moi j'ai les compétences pour développer cette idée? Si oui, tant mieux. Mais si je n'ai pas aussi ces compétences, ce n'est pas la peine de laisser tomber. On peut chercher des amis de gauche à droite, avoir des jeunes avec qui on peut s'associer pour pouvoir arriver à mettre en place cette idée. La création d'une entreprise ne signifie pas forcément avoir de gros moyens. Le peu de sous peut suffire, mais tout dépendra de l'importance du projet et du respect du business plan. Bien sûr, moi j'ai commencé avec peu de moyens, donc il faut commencer très petit, donc il n'y a pas besoin d'avoir des sommes énormes pour commencer à entreprendre. Je prends moi un exemple, j'ai commencé en vendant des petits bijoux, des vêtements. Grâce à ça, j'ai pu créer la marque, vendre autre chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, Moustapha, vous êtes journaliste culturel. Est-ce que les jeunes Sénégalais investissent aussi dans ce secteur, donc de la culture? Je sais que les jeunes entrepreneurs culturels, il y en a, et qui ont des idées, et des idées magnifiques. Mais malheureusement, justement, on a une certaine, disons, idée préétablie qui dit que la culture ne rapporte pas. La culture n'est pas porteuse de richesse. C'est pour cela que ces jeunes-là, avec des projets géniaux, n'ont pas donc accès au financement. Est-ce qu'il ne faudrait pas promouvoir le consommer local par nous autres Sénégalais pour les accompagner de promouvoir parce cela, qu'ils participent quand même au développement socio-économique du pays? Tout à fait. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que créer des startups dans le domaine des TIC ou bien créer des startups dans le domaine d'autres, disons, activités purement économiques, mais c'est aussi l'entrepreneuriat culturel qui en fait nourrit l'esprit, nourrit l'âme, le cœur, le génie même d'un peuple. Et ça aussi, il faut que l'ANPEJ, l'ADER aussi, s'intéresse aux initiatives culturelles parce qu'on parle d'industrie culturelle et créative maintenant. D'accord. Donc, Amadou Moustapha Dian, vous êtes journaliste culturel, mais vous êtes aussi auteur, puisque vous aviez sorti un recueil de poèmes, L'ombre d'un fleuve, et il me semble que vous avez une nouveauté qui va arriver bientôt. Est-ce qu'on peut rapidement en parler? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est carrément le cadeau de fin d'année qui va bientôt sortir, je l'espère. Alors, c'est mon prochain ouvrage qui s'appelle donc Le cri du Fambodi, donc qui parle en fait de la crise casamançaise. Je vous rappelle donc que c'est un 26 décembre 1982, donc lors d'une marche pacifique, qu'a donc débuté ce conflit-là. Et 37 ans après, jusqu'à maintenant, il y a quand même des séquelles
même si on sait que beaucoup de choses sont faites pour donc, que la paix revienne. Et donc c'est un moment donc, de parler de cela. Et donc je suis en train de travailler avec mon éditeur Amadou Lamine Sall donc, pour donc, promouvoir cette paix-là et une paix culturelle. Et voilà, donc c'est un projet qui me tient à cœur et j'espère donc que bientôt on aura Cri du Fambodi donc en édition. Nous vous souhaitons bonne chance et certainement donc mon collègue dans Tam Tam, Abdourahmane, ne manquera pas de vous inviter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est également la fin de ce numéro de Midi Actu. Donc nous revenons lundi à partir de 12h. Nous nous quittons comme tous les jours avec la météo. Merci encore de nous être fidèles. À lundi. Nationale, le nombre des députés